Je vais maintenant passer la parole à Jérôme Vimino, qui est conservateur des bibliothèques et chargé des collections de manuscrits modernes et contemporains au sein du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, et qui va nous parler de la bibliothèque annotée d'André Schwarzbach dans sa structuration, ses études et sa valorisation. Et je vous prie aussi d'excuser Jean-Pierre Orban qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu venir parler avec moi. Jean-Pierre devait arriver aussi avec le bagage du généticien, chargé de présenter le fonds Schwarzbach avec toutes les perspectives de recherche et de valorisation. Je vais tâcher d'évoquer les sujets qu'il voulait aborder à sa place, mais je sais déjà d'emblée que je vais tirer un peu à moi cette présentation, en étant plus précis sur les questions liées au traitement du fonds et de la bibliothèque. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'écho avec ce qu'a présenté Alexandre Avril. On aurait dû se concerter avant, peut-être, pour que je puisse encore plus orienter vers essayer de retrouver ces propos dans mon exposé. Je vais commencer par un rapide historique pour situer les Schwarzbach, avant de parler du fonds et de la bibliothèque, de leur traitement et des possibilités de recherche que tout cela ouvre. Et puis je finirai succinctement par les perspectives de valorisation. Il était une fois une jeune fille d'une vingtaine d'années, perdue devant une station de métro parisienne dans le quartier latin. Elle avait égaré sa convocation pour le baccalauréat. L'aborde un maigre jeune homme, avalé par son large manteau. C'est elle qui raconte ça plus tard. Il lui parle créole. Il l'aborde en créole et lui demande, mais il le sait déjà, si elle vient de Guadeloupe. Et puis il lui propose d'aller boire un café. Des heures durant, il lui parle de la famille qu'il a perdue dans les camps d'extermination nazis et du roman qu'il a écrit, comme un acte de piété filiale envers les siens, et qu'il vient de déposer chez son éditeur, le dernier des justes. En écoutant ce jeune homme, elle découvre un monde, une tragédie, en même temps qu'elle prend conscience, fascinée, qu'il est possible de garder une telle histoire en mémoire. Et puis elle a l'impression qu'aussi bien il lui parle de ses ancêtres à elle, qui étaient esclaves et dont finalement personne ne sait rien ou pas grand-chose. Voici André, né à Metz en 1928 de parents venus de Pologne et de Suisse, et Simone, née à Saintes en 1938 de parents guadeloupéens. Les voici à différents âges de leur vie. En 1959, André reçoit le prix Goncourt pour ce roman dont il parlait à Simone, Le Dernier des Justes. Et en 1961, tous deux sont mariés. Ils vivent dans une chambre rue Descartes, Paris 5e. Ils déménagent plusieurs fois à Paris, ça a son importance. Rue de Vaugirard, rue Gilles-Cœur, puis au Sénégal, à Dakar, puis en Guadeloupe, puis en Suisse, à Lausanne, à Évian. Enfin, ils reviennent en Guadeloupe, à Goyave, dans une maison de la propriété des parents de Simone. Et entre-temps, ils ont accueilli deux enfants, Bernard et Jacques. Il faut attendre 1967 pour que paraisse le deuxième roman d'André qu'il a écrit avec Simone. Donc là, j'ai réparti les œuvres, vous voyez, œuvres signées par André Schwarzbach, œuvres signées par Simone et André, et œuvres signées par Simone. Donc le deuxième roman est écrit avec Simone en 1967, Un plat de porc aux bananes vertes. Il est conçu comme le premier volume d'un cycle antillais qu'André avait en tête dès avant sa rencontre avec Simone. En 1972, André signe seul le second volume de ce cycle, La mulâtresse solitude. La même année, Simone fait paraître Pluie et vent sur Tellum et Miracle. Simone publie encore Tigeant l'horizon en 1979, une pièce de théâtre, Tombeau capitaine en 1987, des nouvelles en 1989 qui ne figurent pas ici, et puis une encyclopédie en 6 volumes conçue comme un hommage à la femme noire, c'est son titre, l'hommage à la femme noire. André, quant à lui, après 1972, ne fait plus rien paraître sous son nom. Il contribue à l'hommage à la femme noire de façon significative, et on sait aussi qu'il écrit, et qu'il écrit sans arrêt, et qu'il détruit aussi, et qu'il détruit sans arrêt. On l'a vu, il y a des témoignages, on l'a vu emporter d'énormes sacs poubelles en déchetterie, loin de Goyave pour être sûr que personne ne récupère rien. Il meurt en 2006. En 2009, Simone Schwarzbach fait paraître L'Étoile du matin, donc un roman posthume d'André Schwarzbach recomposé à l'aide de ses archives, de ses brouillons, de pans entiers du roman intégralement rédigés. Puis en 2015 et 2017, après qu'une chercheuse, Francine Kaufmann, universitaire et spécialiste d'André Schwarzbach, a fait plusieurs séjours à Goyave et retrouvé quantité de brouillons, Simone publie Adieu Bogota et L'ancêtre en solitude, donc 2 autres tomes du cycle antillais, et qu'elle co-signe cette fois avec André Schwarzbach. En 2019, elle écrit avec Yann Plougastel un livre de mémoire, nous n'avons pas vu passer les jours. Et récemment, elle fait rééditer L'hommage à la femme noire, cette fois-ci en faisant mentionner André comme co-auteur. Entre-temps,
s'est posé la question des archives, après notamment une alerte lancée par Daniel Maximin sur l'intérêt des archives et de la bibliothèque et les menaces qui pèsent sur elle en raison principalement du climat tropical. Nous sommes en Guadeloupe. Et l'ITEM, soucieux d'assurer la conservation de l'ensemble et de permettre leur étude scientifique, a commencé à échanger avec Simone Schwarzbart à l'automne 2016. Des missions d'exploration et d'inventaire ont confirmé l'intérêt du fonds, la nécessité de trouver une solution. Et faute de pouvoir trouver une solution d'ampleur satisfaisante aux Antilles, le choix de Simone Schwarzbart se porte sur la Bibliothèque nationale de France, où le département des manuscrits considère la bibliothèque annotée, on l'a dit tout à l'heure, comme un ensemble d'archives de l'auteur. Une convention dont est signée en juillet 2017 et les premiers transferts d'archives arrivent, avec en particulier une opération massive en 2018 qui permet le transfert en métropole de la bibliothèque et d'autres documents de Simone. Alors voilà quelques photos donc, de la maison de Goyave. En bas à droite, vous voyez donc la bibliothèque, une bibliothèque chambre. Donc la photo date de 2018, elle permet, alors ce n'est pas le classement d'André, mais en revanche on voit près de la tête l'Encyclopédia Judaica, près de la tête du lit d'André, ce qui est très, très, très significatif. La chambre se trouve à l'étage de la maison et en bas à gauche de la photo, on voit le petit salon qui mène à la chambre. Donc cette bibliothèque est arrivée à la bibliothèque en juillet 2018 et le fonds est toujours alimenté. Il constitue l'assise du groupe de travail Schwarzbart créé à l'automne 2017 pour en étudier génétiquement le contenu. De cette brève introduction historique, qui est vraiment très brève, je vous propose de retenir 3 caractéristiques du fonds qui me semblent importantes pour nos discussions ici. D'abord, sa complexité. Une complexité du fond qui vient de la complexité de l'œuvre. C'est pour ça que j'ai cité toute la bibliographie. Complexité au sens étymologique du terme. Hein. Les éléments sont embrassés, intriqués. Il y a les œuvres d'André, celles de Simone et André, l'œuvre posthume d'André, éditée par Simone, et l'œuvre de Simone et André, recomposée par Simone et éditée là encore après la mort d'André. Vous voyez qu'il y a de quoi enthousiasmer des généticiens. S'y ajoute le fait que le roman posthume d'André, intitulé L'Étoile du matin, est une partie seulement d'une œuvre sur laquelle André a travaillé depuis le milieu des années 80 et qu'il appelait Kadish. On en trouve des fragments et surtout de très nombreuses traces dans les notes et les marges des livres sous la forme notamment de la lettre K, un nom de code qui est présente partout. Alors je dis l'œuvre, c'est l'œuvre Kadish, mais il s'agit en réalité d'un nom de code sous lequel il y a eu plusieurs projets. Il s'est agi d'un roman. Vous voyez ici une note en bas d'une coupure de presse, Marianne. On voit bien K roman. Voilà. Il est parfois aussi question d'une pièce de théâtre, en haut, la pièce de théâtre sur Auschwitz. Et puis, on a aussi parfois la mention d'un scénario. Voilà. Et associé à ce scénario, on a parfois la mention de projets de films. Cela dit, alors moi je ne suis pas encore capable de faire une table très précise des codes et de leur signification. Ça, c'est un travail de décryptage en cours. Mais très souvent, la lettre Z est associée au film. Mais je ne suis pas encore certain que la lettre Z signifie strictement ce film. Il y a beaucoup de codes à décrypter. Un autre élément de complexité vient aussi du fait que s'entrelacent dans les notes le réel et la fiction. Le personnage principal de Kadish, se nomme Chaim, et c'est clairement un double d'André Schwarzbart. Or, dans les notes, on voit aussi souvent ce Chaim discuter avec un certain AS ou ASB, autrement dit André Schwarzbart. Si bien que le double se dédouble. André Schwarzbart sera encore présent dans ses notes sous la forme du Schlemiel, donc le personnage un petit peu ridicule qui rate tout ce qu'il fait, et dont Chaim aime se moquer. Autrement dit, dans les notes, les anecdotes biographiques deviennent aussi des souvenirs ou des sujets de réflexion de Chaim, et on ne sait jamais vraiment à quel stade on en est dans les notes du projet d'écriture. Donc à quel stade également de la genèse. Encore un dernier élément de complexité, plus classique celui-là, qui vient de la diversité des supports, carnets, cahiers et cassettes également sur lesquels André Schwarzbart s'enregistre et qu'il utilise comme des carnets de notes. La plus grande partie du fond en volume, c'est la bibliothèque à noter. Il y a des livres et dans cette bibliothèque, outre les livres, on trouve aussi des coupures de presse. Donc on a vu passer Marianne tout à l'heure. Il y en a 8 boîtes d'archives à peu près. Hein. Beaucoup de liasses aussi, de feuilles qui ont été arrachées aux livres. 9 classeurs de liasses et 9 classeurs et 4 chemises de liasses. Une très forte proportion de ces supports est donc annotée. Des annotations qui sont des annotations en réaction à la lecture, qui sont parfois des réflexions aussi un petit peu plus distantes de la lecture en cours, des traces aussi génétiques donc, du projet Kadish, et puis parfois également des notes logistiques, des numéros de téléphone, même des listes de courses.
Donc le livre, la presse, le papier qu'André a sous la main, c'est toujours pour lui un support potentiel sur lequel il écrit ce qu'il a besoin d'écrire sur le moment. Deuxième caractéristique de ce fond, après la complexité, c'est qu'il est mouvant. Il a connu dans son histoire beaucoup d'interventions. La photo que vous avez vue de la bibliothèque est une reconstitution en 2018, mais on ne sait pas comment elle était j'y reviendrai, comment elle était classée sous André Schwarzbart. Les livres ont été mis en carton plusieurs fois en raison des risques de cyclone, et ils ont été réagencés dans la bibliothèque par Francine Kaufmann, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a dû organiser donc la bibliothèque pour y travailler. Et donc, il est difficile de savoir comment fonctionnait André avec ses archives. D'autre part, Simone Schwarzbart conserve beaucoup d'archives avec elle, sans que l'on sache encore vraiment quelle quantité elle en a. Et puis des archives circulent aussi entre la maison de Goyave et un pied-à-terre que les Schwarzbart ont conservé à Paris. Ce mouvement continue. Beaucoup d'archives dont Simone Schwarzbart a besoin sont encore chez elle parce qu'elle y travaille et on attend un dernier volume du cycle antillais. Et elle donne à la BNF, en fonction de ses voyages, des archives de temps en temps. En mars, elle a apporté à l'équipe qui travaillait à Goyave un carton de livres dont on ne sait pas d'où il sortait, où elle le conservait. Et au dernier passage d'une chercheuse de Goyave à Paris, voilà, elle m'a apporté un sac d'archives qui lui venait de Simone. Donc vous voyez, c'est les surprises de Simone. Elle a des choses chez elle et elle nous les donne régulièrement sans que tout ça soit planifié. Ça fait partie du charme de ce fond. Voilà. Troisième caractéristique, donc le fond est complexe, il est mouvant, il est fragmentaire. Le couple a voyagé, il a déménagé. C'est pour ça que je vous ai cité les lieux de résistance. Il a perdu beaucoup de choses, des malles de livres notamment. Et donc on se trouve en présence aussi d'un certain nombre de textes sans avant-texte. Et puis à l'inverse, je vous l'ai dit, André Schwarzbart a beaucoup détruit dans les années 80 et 90. Il a beaucoup détruit de Kadish, si bien que de ce projet, il reste des pans qui ont été publiés dans l'Étoile du matin, mais sans doute, pour une grande part de l'œuvre, on n'a plus maintenant que des traces éparses, et on se trouve donc ici en présence d'avant-texte sans texte. Et c'est donc l'aspect le plus étonnant, le plus déroutant pour des généticiens. Jean-Pierre Orban proposait donc à ce propos une génétique qui intégrerait une étude des probabilités et présenterait la multiplicité des constructions possibles à partir des matériaux épars, parfois hétérogènes, trouvés dans les carnets de la bibliothèque. J'en viens maintenant aux travaux en cours. Alors, voilà. Je vais évoquer simplement pour mémoire le côté logistique parce que il compte, enfin, il prend du temps, des compétences techniques et beaucoup d'argent. Donc, pour vous, simplement, voilà, je voulais vous signaler qu'il s'agissait d'abord de faire venir 600 kg de livres. Vous voyez la palette ici depuis Goyave, ça n'était pas anodin, ça prend un temps fou. Et d'autre part, il fallait également traiter ce fond, l'analyser, le traiter, le dépoussiérer, le reconditionner. Là, je vous ai mis un livre avec des passages d'insectes parce que le dessin est très beau, je l'ai trouvé très joli, mais le problème principal de cette bibliothèque, c'était surtout l'humidité, les champignons, en raison du climat, en raison de l'habitude aussi qu'avait André Schwarzbart de lire les livres dans son bain, où il pouvait s'endormir, donc ces livres tombaient dans son bain et beaucoup portent des traces encore de cette humidité. Donc le laboratoire de la BNF qui a analysé le fond à son arrivée en a conclu que le fond Schwarzbart présente une contamination fongique importante, niveau 4, donc sur 4, hein, voilà, caractérisée par une forte activité fongique, des espèces à fort pouvoir de détérioration et à effet néfaste sur la santé humaine, fort pouvoir allergisant, toxique, etc. D'après ces résultats, il est nécessaire de procéder à une désinfection à l'oxyde d'éthylène, suivi d'un dépoussiérage, etc. Donc tout ça a été fait, ça a pris un peu de temps, c'est pas anodin, et je vous dis tout ça aussi parce que ça permet de comprendre l'urgence, en fait, dans laquelle on était de sauver ce fonds. Et le choix de Simone Schwarzbart de le faire partir vers la métropole, de s'adosser à une grosse institution qui pouvait faire tout ce travail. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que voilà, c'est pas anodin. J'en arrive au classement et à la description. Alors je vais vous parler depuis ma fenêtre de chargé de collection, de conservateur. Hein. Il s'agit pour moi de comprendre le besoin des chercheurs, des généticiens. Je vais expliquer ce tableau, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais je vais vous expliquer à quoi il sert. Donc mon rôle, comme je le comprends, est de comprendre le besoin des chercheurs qui vont exploiter cette collection et de me mettre en quelque sorte à mi-chemin pour leur donner les repères, les éléments de signalement dont ils ont besoin pour entrer dans cette bibliothèque et y faire des recherches. Alors parfois, je sais que je ne réponds pas à ce besoin. L'idéal, évidemment, ça aurait été de disposer des livres dans la bibliothèque d'André, sur les étagères, dans l'ordre dans lequel il avait rangé ses livres. Voilà, simplement, il fallait soigner ces livres. Et puis en outre, comme département des manuscrits, nous n'avons pas vocation à conserver des bibliothèques d'écrivains. Nous avons considéré la bibliothèque comme une archive et nous sommes allés au bout de cette logique en ne prenant à Goyave que les livres qui comportaient des annotations. Pour des raisons de place essentiellement. On se disait à l'époque
que donc la place pour nous au centre de Paris est vraiment un sujet anxiogène dans les années qui viennent. Donc c'est un peu une cote mal taillée. Et on se disait à l'époque qu'on pouvait reconstituer ce qui nous manquait, les livres qui restaient à Goyave, sans conserver les livres mêmes. C'est en partie vrai, et à l'usage, on se rend compte maintenant qu'à Goyave, qui est une maison des illustres, qu'il reste quelques centaines de livres, est un moyen de faire vivre le lieu, et donc finalement, c'est assez positif. Mais donc, il y a 530 livres qui sont restés à Goyave sur un total de 2400. D'autre part, les livres ne sont pas sur les étagères à portée de main. Ils ne sont pas non plus rangés dans un ordre qui serait une reconstitution hypothétique de l'ordre originel. Ils sont rangés en magasin, dans des boîtes de conservation, et donc classés par ordre alphabétique d'auteur pour des raisons logistiques tout simplement, parce que ça permet de les commander, et moi ça me permet de les retrouver pour les communiquer. Donc je sais bien qu'on ne peut pas toujours accéder, hélas, aux vœux des chercheurs. En revanche, sur la question du signalement, les discussions ont permis de comprendre plusieurs choses, deux choses particulièrement. D'abord, c'est qu'il n'est pas forcément pertinent de signaler uniquement ce que nous conservons à la BNF, puisque le périmètre de ce que nous conservons à la BNF vient de raisons de logique logistique et non pas scientifique. Et donc il est important de continuer de concevoir le fonds comme un ensemble et de permettre d'étudier la bibliothèque en tant que telle, dans sa totalité. La logique de support a ses limites, et même la logique de lieu de conservation a ses limites. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis au point ce document. Donc ça, c'est un extrait simplement du document, j'en ai pris quelques vues pour que vous le voyez, qui est tout simplement une tentative de cartographie d'ensemble du fonds Schwarzbart, que je mets régulièrement à jour et qui se trouve sur la plateforme du travail du groupe Schwarzbart de l'ITEM. Et donc qui permet, donc c'est un document Excel qui permet de trier, vous voyez, par type de document, par lieu de conservation. Vous voyez, novembre 2022, ça veut dire qu'il faut que je le mette à jour parce que depuis, j'ai eu des nouvelles informations qu'il faut que j'intègre. Et donc c'est un document qui nous permet de voir où se trouvent les informations assez rapidement en un coup d'œil. Et alors là, vous voyez, pas simplement à la BNF, là on a ajouté celle de l'IMEC, les informations de l'INA. Donc voilà, c'est vraiment un document comme une carte, quoi, une boussole pour que le chercheur s'y retrouve. Donc première chose, ne pas se borner au fond de la BNF. Deuxième chose, on ne peut pas se contenter à la BNF d'un catalogage au sens classique du terme, comme nous le faisons dans les bibliothèques. Je vous montre voilà, la notice du fonds dans notre catalogue classique archives et manuscrits, pour ceux à qui ça parle, qui est un catalogue en format EAD. C'est un format qui permet de décrire, qui est extensible et qui est arborescent, donc qui permet de rendre compte de la classification du fonds, de sa structuration. Mais ça ne permet pas de rendre compte, en fait, de la teneur des annotations. Et on a besoin, pour qu'un chercheur exploite ce fonds, d'indexer les annotations et les interventions d'André Schwarzbart. Sans quoi, pour la bibliothèque conservée à la BNF, près de 1900 titres, il faudrait pour qu'un chercheur puisse les exploiter, qu'il vienne fouiller dans les 1900 titres. Vous voyez, ça paraît absolument... ça paraît difficile, quoi. Il faudrait à peu près 3 ans pour mener n'importe quelle recherche. Autrement dit, l'objectif de mon travail, c'est de produire un inventaire qui soit comme une prédigestion de la bibliothèque à destination des chercheurs, qui leur permettent de mener des recherches ponctuelles ciblées lorsqu'il y a dans la bibliothèque des éléments ou des sources qu'ils peuvent identifier comme répondant à leurs problématiques de recherche, et puis un inventaire qui permet aussi d'étudier la bibliothèque en tant que telle. Alors pour l'instant, j'inventorie la bibliothèque livre à livre, je m'appuie sur une liste donc établie à Goyave en 2017, et j'y ajoute les informations utiles, informations bibliographiques, éditeurs, dates, et puis je recense donc toutes les interventions d'André Schwarzbart que j'indexe. Alors il y a par exemple le numéro qu'André Schwarzbart indique dans son livre, on va y revenir, la densité d'annotation, la présence des cas, et puis quand elles sont présentes, toutes les informations utiles sur Kaddish, les éléments de structuration de Kaddish, les plans, les mentions de tome ou de partie, les personnages, les lieux, la mention d'un final que je n'ai pas encore identifié, je ne sais pas encore si c'est une partie finale ou une version finale. Il y a des thèmes récurrents de la réflexion d'André, et puis les codes, donc on a vu qu'il y avait K, j'ai cité Z, il y a des subdivisions de ces codes. Tout ça est aujourd'hui dans un grand fichier à plat, je reviendrai sur un fichier Excel et je reviendrai sur la future mise à disposition de ces données. Voilà. Alors on ne va pas explorer ce fichier, je voulais simplement vous montrer à quoi pourraient servir ces données avec un exemple de piste de recherche de type génétique et puis des considérations sur l'étude de la bibliothèque. Alors, ici on a la photographie d'un carnet et puis la photographie d'une coupure de presse. Vous voyez en bas,
Alors, dans le carnet, au milieu de la page, vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait des éléments de structuration ici, K, 3 parties, préface, texte et postface au milieu de la page. Mais j'attire votre attention sur ce qui est écrit en dessous. Pour la clarté de l'histoire, je ferai une biographie de certains personnages afin de mieux situer l'histoire dans le siècle, c'est tout. À droite, dans la coupure, quelques portraits. L'ami de Varsovie, voilà, le nazi du Blockhaus, etc. Alors l'ami de Varsovie avec quelques éléments biographiques. Donc vous voyez, il s'est fait épingler après son évasion, il se retrouve à Auschwitz. Ici, vous voyez, il y a encore, sur la page de gauche, il y aura encore plusieurs récits de vie. Donc Varsovie, toujours, le type qui a été en Sibérie, le SS du Blockhaus, la fille, etc. Et puis, sur la page de droite, en bas, dans le carré rouge, voilà, pour les biographies intercalaires, alors, attendez, il faut que je me rapproche pour relire, parce que l'écriture d'André Schwarzbart est quand même particulièrement difficile à lire. Donc, pour les biographies intercalaires, le nazi, du goulag, la fille, comprendre que certains aspects du personnage peuvent être inconnus de Raïm, voire totalement contraires à ce qu'il sait ou croit savoir. Et puis au-dessus, K, Varsovie, encore le type du goulag. Vous voyez, il est cynique ou devenu tel, etc. Voilà. Encore un exemple. Ici, donc, le juif communiste de Varsovie qui parle de ce peuple sibérien. Donc là, on voit clairement que c'est en réaction à l'article qu'a note André. Vous voyez, les derniers Mohicans de Sibérie. Voilà. Et puis, toujours Varsovie, le communiste. Et puis là, à droite, dans le cadre noir, l'ex-communiste de Varsovie qui raconte sa déportation en Sibérie. Il réussit à échapper à des camps allemands, etc. etc. Et cette biographie se termine par quelque chose qui est capital chez André Schwarzbart, montrer, faire sentir que les deux univers concentrationnaires côte à côte. Voilà, et j'en termine ici avec à gauche le Sibérien qui joue un instrument. Et donc c'est ainsi qu'il fait la connaissance du musicien. Il a la sagesse des camps, moi puis moi puis moi. Il explique posément cela en distribuant du pain. Mais pourquoi nous donnes-tu ton pain? Parce que vous êtes mes amis. Éclat de rire général. Un frère de Raïm dit qu'est-ce qui se passe? C'est Hanouka. Donc ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'on a l'énonciation d'un projet, faire des biographies, et puis on voit se préciser les traits de note en note d'un des personnages qui est le Sibérien. On l'entend dialoguer. André Schwarzbart le fait vivre, l'anime jusqu'à le faire dialoguer avec d'autres personnages. On peut faire la même chose avec d'autres personnages, avec les lieux de Kaddish, avec les thèmes qu'on voit se cristalliser. Par exemple, la dialectique ou l'imbrication dans le monde de horreur et merveille. Ça, c'est des thèmes qui reviennent très régulièrement sous la plume d'André. Après, c'est vrai qu'on trouve des mentions de Kaddish assez avant, dans les années 2000. André Schwarzbart est mort en 2006. Et là aussi, il y aurait une étude à faire à l'aide des dates sur la composition et l'écriture de Kaddish. C'est-à-dire que quand André écrit Kaddish en 2003, dans ses textes, est-ce encore génétique? Est-ce qu'on est encore dans l'avant-texte? Ou bien le texte est-il déjà écrit? A-t-il été détruit? Et en ce cas, cette note de Raïm, ou cette note sur Kaddish, relève-t-elle de la même logique génétique que celle qu'on a vue sur le Sibérien, ou bien de la même logique qu'une note que, par exemple, André peut écrire sur la Mulâtresse Solitude, qui est parue en 1972, voyez. Donc il a tellement porté son œuvre en lui qu'il l'a fait dialoguer, même non publié, avec ses lectures. Sur la bibliothèque, sur le classement de la bibliothèque. Donc voilà, c'était un exemple que je voulais vous montrer un exemple de recherche de type génétique. Alors il y en a des dizaines et des dizaines qu'on peut faire en suivant les fils des notes, et c'est pour ça que je les indexe. La bibliothèque, donc André numérotait ses livres. Donc là, vous voyez les étiquettes sur le dos des livres de Comte-Sponville. Et puis vous voyez dans le livre de Véronique Botalé, en haut à côté du titre de l'auteur, 1455, qui est encore le numéro qu'André écrit. Alors, on s'est beaucoup demandé à quoi servaient ces numéros. Il se trouve qu'il y a dans les carnets d'André Schwarzbart un inventaire, un carnet inventaire. Donc là, vous le voyez à la page M, un répertoire des livres où les livres sont classés par la première lettre du nom de l'auteur. Vous voyez la page M, et là, il y a tous les livres de la page M, sans que le classement alphabétique ensuite ne soit plus fin. Et puis, le nom de l'auteur suivi du titre et suivi du numéro, justement, de l'étiquette. Alors moi j'ai reporté tous les numéros de ce carnet dans le fichier Excel dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc qui est ici. Et ce qui permet, alors c'est mon fichier à plat, voilà. Et donc ça permet d'avoir une, j'ai l'impression que, ouais.
Voilà, il en manque quelques-uns ici, mais ça doit être dans les transferts des fichiers. Et donc ça permet de reclasser en fait tous les livres de la bibliothèque en fonction du numéro d'André qui se trouve ici. Vous voyez, alors il en manque quelques-uns, mais en gros il y en a un peu plus de 1500. Et surtout ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de confronter ces numéros aux dates d'édition. Alors on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'en fait la numérotation a été mise en place très probablement à partir de 1997 ou 1998, puisqu'il y a des numéros qui sont des numéros assez proches du début, le numéro 47, le numéro 144, qui sont attribués à des livres de 1997 et 98. Et puis, à l'inverse, il y a quelques numéros qui sont attribués à des livres de 1999, mais la plupart des livres de 1999 n'ont pas de numéro, et après cette date, plus aucun livre ne porte un numéro. Hypothèse simple, donc, les numéros ont été attribués entre 1997, peut-être 98 et 1999. Ça a correspondu à une période pendant laquelle André Schwarzbart a essayé de classer sa bibliothèque. À quoi servent-ils ces numéros? Autre hypothèse. Alors, j'essaye de me mettre à la place d'André Schwarzbart. J'ai 1500 livres dans ma bibliothèque, un peu plus. J'ai besoin de les consulter, de retrouver des notes. Il écrit souvent qu'il a besoin de retrouver tel ou tel livre ou telle note. Mais mettons que ma bibliothèque ne soit pas classée ou qu'elle ait été déclassée en raison, par exemple, de cyclones. Ben, j'étiquette tout dans l'ordre où les livres se présentent sur les étagères et je reporte ensuite dans mon carnet, lettre par lettre, tous les livres. De telle façon, je peux utiliser mon carnet comme un répertoire. Je cherche un livre de Mérimée, et ben je sais que c'est le numéro 202, j'ai plus qu'à aller me reporter sur l'étagère au numéro 202. Voilà. Alors, je ne vous fais pas toute la démonstration ici parce que ce serait un peu fastidieux et on n'a pas le temps, mais il est possible aussi de suivre dans le carnet les campagnes d'écriture d'André Schwarzbart. Vous voyez qu'il commence ici au numéro 1 avec Clara Malraux. Le numéro 2 se trouve à la lettre C sur rang. Le numéro 3 à la lettre S, William Styron. Et grâce aux différents stylos utilisés, on peut même suivre les séances de remplissage du carnet. Voilà. Donc il va en fait jusqu'à la lettre 58, et puis il change à la lettre 59. Donc, pardon, excusez-moi, je suis allé trop loin. Il change à la lettre 59, qui se trouve à la lettre P. Voilà. Entre 58 et 59, il y a un changement de stylo. Voilà. Et on peut faire comme ça l'exercice plusieurs fois, et on peut se rendre compte donc de ces séances de travail pour remplir son carnet et classer sa bibliothèque. Alors, je passe sur des bizarreries parce que voilà, et des choses qu'il faudrait examiner en détail, mais à mon sens, tout ça montre qu'il a pu avoir recours à sa mémoire jusqu'à une certaine taille critique de sa bibliothèque pour s'y retrouver, et qu'à partir d'un moment, il a eu recours à ce carnet pour réussir à classer sa bibliothèque. Si bien qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a cette classification par numéro d'André, je pense qu'on est capable, enfin, jusqu'au bûcher exclusivement, comme disaient les humanistes, mais voilà, mon hypothèse, c'est que ce classement-là est le classement donc, de la bibliothèque d'André sur ses étagères à cette période. Alors je pense qu'il faudrait ensuite examiner un petit peu plus finement, voir si tout ça correspond, s'il y a par endroit ou en totalité ça correspond à un classement thématique ou pas. Je n'en ai pas l'impression, mais il y a peut-être quand même certaines parties qui correspondent à des regroupements. C'est le cas pour Singer, par exemple, dont tous les livres sont regroupés à un seul endroit. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à examiner dans le carnet, des codes, par exemple. Enfin, donc le carnet n'a pas livré encore tous ces mystères. Beaucoup de travail encore à faire donc, sur ce fond. J'en arrive donc aux perspectives de recherche et surtout de valorisation. Je vais être assez succinct. Alors, donc, moi, je continue la description des livres. Hein. J'ai fini la partie bibliographique de la bibliothèque, mais je n'ai indexé pour l'instant que 600 ouvrages, donc vous voyez, j'en suis un peu moins d'un tiers. Ça prend du temps, c'est passionnant cela dit, donc pour moi c'est pas un problème, mais ça prend du temps, et donc après il faudra mettre à disposition ces contenus. Je vous ai dit que le catalogage traditionnel de la bibliothèque ne suffisait pas pour en rendre compte, et donc il faudra les mettre à disposition dans une base de données. Donc là je commence à tester une base Eurist, dont une instance est hébergée par Humanum, et donc on utilise aussi à la BNF dans le cadre d'autres projets. Donc l'intérêt pour moi est de m'adosser à une base qui soit un outil générique maintenu, que l'établissement connaît déjà. Et de ce que j'ai compris pour le moment, de ce que j'ai vu, donc il devrait m'être possible de créer une structure de notice qui me permette d'intégrer les annotations,
d'intégrer les dates, tous les codes utilisés par Schwarzbart, afin de rendre compte vraiment de la complexité des données que je veux montrer. Je ne sais pas encore si on peut modéliser les liens entre les pages arrachées et les livres dont elles proviennent, ça il faut que je vois ça. Je ne sais pas non plus ce qu'il en est des possibilités d'export, parce qu'il faudrait que toutes les données que je rentre puissent être exportées par les chercheurs pour qu'ils puissent les requêter comme eux le veulent. Voyez, donc voilà, mais je pense qu'il faut que je pousse les tests sur Euris, et s'ils sont convaincants, plutôt que de continuer sur Excel, je continuerai directement sur Euris, je crois qu'on gagnera beaucoup de temps. Des pistes de travail plus collectives. D'abord le groupe de travail de l'ITEM, qui a été conduit par Jean-Pierre Orban jusqu'en 2021, dont les travaux ont abouti à la publication d'un numéro de continent manuscrit sur les Schwarzbart et un colloque aussi à Lausanne, tous deux centrés sur les archives, présentés justement comme une possibilité nouvelle dans les études schwarzbartiennes, un nouveau point d'ancrage. Et puis ce groupe est maintenant conduit par Fanny Margras, Anaïs Tampfli et Keren Mock, et il prévoit un nouveau colloque en 2024. Il conduit aussi des ateliers de transcription collectifs dans le but d'arriver à une masse critique de textes transcrits d'André qui permettrait d'entraîner des machines de reconnaissance optique de caractères. Donc Keren Mock particulièrement prend des contacts du côté d'Iman avec la plateforme de publication numérique pour ouvrir des pistes de transcription et de publication numérique. Enfin, et les deux projets se croisent, nous pensons que ces archives, parce qu'elles sont originales, spectaculaires, très visuelles, elles se prêtent à la monstration, à la publication. Et donc nous nous demandons donc quelle publication serait possible, quel album en fait assez classique, quel volume à l'ancienne, papier, avec ou non des compléments numériques. Et donc ça pose tout un tas de questions. Quel document pour illustrer quel thème, quelle part biographique, quel serait le positionnement de Simone Schwarzbart là-dedans. Elle entend d'ailleurs plutôt être du côté des auteurs pour travailler sur André, aider à le comprendre. Donc il faut l'entendre, mais il faudrait aussi qu'elle soit présente dans le corps du volume. Et puis ce que voudrait réussir à cerner en particulier Jean-Pierre Orban et à faire entendre, ce sont les trous et le silence comme thème fédérateur qui illustre à la fois les caractéristiques de l'archive et puis la vie d'André et de Simone, les tragédies du peuple juif et des peuples issus de la traite. Et le thème se décline de multiples façons. Il y a le silence d'André devant la Shoah, sa difficulté de parler, de conclure, et pourtant les manuscrits, les ébauches qui dépassent le silence sans jamais l'annihiler. Il y a le silence qui se reflète aussi dans le manque, la description des documents, dans la réticence qu'il avait à publier, à exprimer. Et puis il y a le bris du silence aussi, post-mortem, qui est celui de Simone, à moins qu'elle n'ait décidé de publier que pour mieux le faire entendre, ce silence. Voilà, silence auquel il faut maintenant que je me résolve.